j'ai plus rien, j'ai plus de famille, il y a plus d'engueulov sur terre. C'est-à-dire que si je décède, c'est terminé. Je vais bosser 18 heures sur 24 et je vais tout donner. Pendant le tournage de Qui veut être mon associé, c'était dur. Surtout pendant le tournage de mon portrait où je devais parler face cam et ça c'était vachement difficile et je me rendais compte qu'en fait j'aime pas ça quoi. Je suis un extraverti quand il faut l'être. Par exemple, tu me mets dans une soirée, je connais personne, je meurs. C'est important de pas faire que bosser et de se dire on coffre. C'est important à un moment de souffler et dire regarde, c'est chez moi. C'est à moi, on me le prendra pas. Mais laissons construire, construisons. Ça va permettre aux gens de revenir dans les villes. Ça va permettre aux gens de se loger décemment. Je me suis un peu oublié dans le travail, au profit finalement de l'argent. Je travaille pour l'argent, même si ça n'a jamais été pour l'argent que je faisais ce que je faisais. Le résultat, il est 40 ans, j'ai pas d'enfant. Bonjour les amis. Évidemment, on continue sur cette belle lancée et aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur vraiment génial qui s'appelle Jonathan Angelov. Jonathan Angelov est l'un des cofondateurs de Aircall, qui est l'une des plus belles licornes françaises de ces dernières années. Il est cette année l'un des jurés de l'émission Qui veut être mon associé, qui est l'une des plus grosses émissions dans l'écosystème entrepreneurial français. C'est un entrepreneur à la fois brillant, mais qui a un parcours très touchant et qui est vraiment un amour humainement. Il a lancé récemment son club deal d'IMO, qui peut permettre à n'importe qui d'investir avec lui sur des projets immobiliers. Donc je vous recommande d'aller voir ça de plus près, je suis sûre que ça peut vous intéresser. Avec mon podcast, l'objectif est de comprendre, avec les plus gros entrepreneurs français que je reçois, les directions qui les ont amenés jusqu'à leur succès aujourd'hui. Comme d'habitude, le podcast est orienté autour de 4 pôles. Le pôle Nord, ce qui vous guide, le pôle Sud, d'où vous venez, le pôle Est, ce que vous attendez encore, et le pôle Ouest, ce que vous fuyez. Les questions sont orientées autour de ça, mais à chaque fois, les invités n'ont pas le droit de choisir 2 fois le même pôle, ce qui les force à aller vers des pôles dont ils n'ont pas forcément envie qu'on leur pose des questions. J'espère que cette émission vous plaira. Les amis, on est encore au début, on construit ça ensemble, c'est pour vous que je le fais, donc continuez à me donner tous vos retours à chaque fois. Ils sont hyper nombreux, je ne m'y attends vraiment pas, et surtout ils sont hyper constructifs. Donc merci, et continuez de le faire parce qu'évidemment on s'améliore ensemble. Et puis à liker, à commenter, et puis à vous abonner pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Très bonne vidéo. Bon bah écoute John, ravi de te recevoir. Salut Sixtine, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. T'es déjà bronzé, c'est la seule personne qui est bronzée en hiver, moi ça me rend Ah ouais, du coup, j'ai l'impression d'être tout blanc, moi. Bah ouais, moi si on compare, je pense que ça va, t'as de la marge. On n'a pas les mêmes cheveux. Non, j'avoue. Alors, donc du coup, je te laisse choisir un pôle. Et après, évidemment, la règle, c'est que tu n'as pas le droit de choisir 2 fois le même pôle. Mais je te laisse l'honneur de choisir le premier. Alors Sixtine, elle vient de me dire les pôles, je m'en souviens déjà plus. Non, si, blague à part, donc je fuis l'ouest, c'est ce qu'on fuit, c'est l'ouest, c'est ça? Ce qui te guide de là où tu viens, l'est, ce que tu attends encore, et l'ouest, ce que tu fuis. Bon, on va commencer par ce que je fuis, c'est bien. Alors, c'est pas commun peut-être. Moi, c'est bien de commencer par l'ouest, j'aime bien. Quel type de succès te met mal à l'aise, même s'il est socialement valorisé? Bah énormément tout ce qui est héritage quoi. C'est-à-dire que je suis toujours étonné à quel point les gens valorisent des gars comme les Arnaud ou comme les Mullier. On dit waouh, ils ont réussi telle et telle chose. Bah ils ont hérité d'un truc énorme, ils l'ont bien fait, ils ont continué à le développer et tout, bravo. Mais je pense pas qu'ils méritent autant que des personnes qui sont vraiment parties de zéro et qui ont tout construit de A à Z. Et je crois que récemment un des Mullier qui avait dit à la télé un truc complètement lunaire du style non mais faut pas croire, c'est pas parce qu'on est riche que c'est plus facile. Bah si, c'est plus facile. Il faut pas dire que c'est pas plus facile. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils méritent moins, ces gens-là. Mais parfois, je trouve qu'on les survalorise un petit peu, qu'on les félicite beaucoup, on leur donne beaucoup de crédit pour quelque chose qui est quand même, quand ton père c'est la plus grande fortune mondiale, bon, toute chose égale par ailleurs, c'est quand même plus simple. Je dis pas que tout le monde aurait pu faire, par exemple, ce qu'a fait, je sais plus lequel des fils s'est occupé de Rimova, où il a fait un truc canon. Mais, tout de même, faut pas se moquer de la gueule du monde, quoi. Oui, mais pourtant, la réussite, elle vient bien de quelque part. C'est pas vient du papa. Ah oui, mais donc du coup, c'est déjà incroyable. Ah, mais moi, on parlait des réussites qu'on valorise. Oui. Mais en soi, alors moi, le père, mais énorme respect. Du coup, quoi, si toi t'as une grosse réussite, tes enfants, ils devraient pas être valorisés? Ah non, ils vont devoir se démerder seuls. Ah, mais moi, je serais le type de père qui dira à ses enfants, t'as de la chance déjà, t'as un toit, t'as de quoi manger, tu peux faire des études, je vais te payer tes études, ça y a aucun sujet. Mais tout ce qui est création des sociétés, va falloir te débrouiller, quoi. Il y a pas un cas où moi, si j'ai une énorme boîte un jour, je dis, je la transmets à mes enfants de manière familiale. Non, je la transmettrai au plus méritant, à une personne qui, je m'assure, va assurer la continuité. Et mon fils fera partie, ou ma fille, des personnes potentielles
mais ça sera pas donné, quoi. Ça sera vraiment pas je te place là parce que c'est comme ça. Et je trouve qu'il faut, c'est important que le fils, enfin que les enfants de manière générale, c'est marrant, hein, je veux un fils, hein, comme quoi. Je pense que c'est hyper important que les enfants grandissent sans trop de parachute, pas en se disant, dans tous les cas, je sais que ça va aller pour moi. Je suis d'accord. Je vais faire ce qu'il faut, mais je sais que ça va aller pour moi. Je préfère un enfant qui se dise, mon père à première vue, il va rien me laisser, ou en tout cas, il va me laisser me démerder, et donc il faut que je fasse mieux que lui. Tu vois, je veux un fils qui me challenge, qui me dise, pourquoi je dis un fils, faut que j'arrête avec ça. Un enfant qui me challenge et qui me dise, je vais faire mieux que toi en fait. Et c'est ça que je veux. Pas quelqu'un qui vive dans mon ombre, mais plutôt quelqu'un qui va créer au-dessus de moi. Et ça, je trouve ça un beau challenge pour un enfant, c'est de se dire j'ai de la chance, je suis né avec quelque chose. Comment je fais pour faire mieux que mon père, ma famille de manière générale. Et malheureusement, c'est assez rare de voir ça, de voir des enfants qui surpassent leurs parents, c'est assez rare. Et encore plus avec des grandes fortunes, puisque évidemment plus la personne est riche, plus c'est difficile. Mais je pense que c'est faisable. La preuve, un Bernard Arnault vient pas d'un père multimilliardaire, quoi. Il vient d'une très bonne famille, je crois, etc. Mais il a beaucoup mieux fait que son père. Et je pense qu'il faut toujours viser plus haut. Alors maintenant, c'est sûr que quand ton père c'est Arnault, ça devient compliqué, mais t'hérites d'un truc tellement gros et tellement grand qu'il suffit finalement de continuer à le développer, d'acheter les bonnes marques, les bons trucs et de challenge accepted, hein. Adoptez-moi les Arnaud, ça me va. Mais alors du coup pour toi, quand on a plus d'argent, c'est plus facile, ça on est bien d'accord, mais tu vois, ça veut pas forcément dire qu'on est plus heureux. Ah non, pas du tout, au contraire. Mais donc tu vois, typiquement, c'était Mullier qui disait ça que... Ouais, que c'est pas spécialement plus facile. Bah oui, alors plus facile, c'est vrai que c'est pas forcément le bon terme, mais peut-être que oui, plus heureux, en tout cas pas forcément, tu vois. Ah non, alors le bonheur pour moi c'est pas du tout une fonction de l'argent. Ça aide, ça aide. Ça aide, mais ça peut pas être un critère de bonheur. Sinon, tu vas te perdre dans un mauvais truc, tu vas faire les mauvais choix, tu vois. Pour moi, l'argent doit te faire des trucs dont tu rêvais et qui t'apportent quelque chose. Mais ça peut pas être travailler. Enfin, ça peut être choisir un business parce que le business va me rapporter de l'argent. Faut choisir un truc qui te passionne. Ouais. Et parce que ça te passionne, tu vas être excellent. Et parce que t'es excellent, tu vas être un des meilleurs de ta catégorie et donc tu vas gagner de l'argent. Et je pense qu'il faut pas le voir dans ce sens-là. Et en effet, quand t'es né riche, bah évidemment, t'as pas les mêmes challenges. Quand on t'offre un cadeau, c'est pas le même plaisir parce que toute ta vie ça a été dû. Et moi, en fait, en tant que fils de pauvre, bah chaque centime, vraiment, je prenais un plaisir énorme. Alors, j'ai des centimes, j'exagère, mais chaque euro que je gagnais, vraiment, j'avais un vrai plaisir. Et tu vois, je me souviens à une époque où m'acheter un jus d'orange Tropicana, je te jure, j'avais l'impression de vivre un moment de luxe. Alors qu'en fait, bon, c'est pas très bon. Mais c'est bourré de sucre. Désolé, Tropicana. Et je pense que être dans cette condition où t'as pas grand-chose, où il faut te débrouiller avec peu, bah ça te donne envie aussi d'en faire énormément plus. Et je pense que du coup les fils de riches qui viennent de grosses familles comme ça, c'est hyper dur de se faire une place. Et psychologiquement, je pense que c'est des gens qui doivent vachement plus souffrir de l'ombre de leurs parents, de leurs grands-parents, parce que ils resteront toujours les fils d'eux tant qu'ils n'arrivent pas à aller au-dessus. Alors que nous, les pauvres, bah en fait, on est personne. Donc chaque chose qu'on crée, chaque étape qu'on passe, c'est une étape de fou pour nous. Tu vois, moi, quand je suis passé de gagner 0 à 2000 euros par mois en tant qu'étudiant à louer des chambres de service pour gagner un peu d'argent, j'avais l'impression d'être richissime. Ouais, je suis passé de 2000 à 5000, mais c'était fou, tu vois. La première fois où j'ai touché mon premier 100 000 euros, mais c'était hallucinant. Je vivais des moments d'exaltation et donc du coup, ça me donnait aussi une force et une envie d'aller plus loin qui est démentielle. Là où, quand t'es issu de grosses familles, t'as pas ce bonheur, t'as pas cette motivation qui se crée à chaque étape. Nous, chaque étape, chaque marche, j'ai l'impression d'arriver en haut de la Tour Eiffel, à chaque marche. Là où eux, chaque marche, c'est une ascension de la Tour Eiffel, en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus difficile quand t'es issu d'une famille de pauvres, évidemment. Mais une fois que t'es lancé et que t'as le bon mindset, tu peux faire beaucoup plus que quelqu'un qui vient d'une famille de riches parce que tu prendras pas les mêmes risques, tu seras beaucoup plus tête brûlée et tu auras une vision très différente de l'échec. C'est-à-dire que si tu arrives à te dire l'échec c'est qu'une étape de la leçon et de la réussite, t'avanceras vachement mieux. Alors que
bah quand t'es né avec tout, l'échec c'est dur de l'accepter. C'est très dur de l'accepter. Donc les gens du coup ont même peur de l'échec. Ils ont peur de se lancer et donc toute leur vie ils peuvent vivre avec des regrets. C'est pas faux. Donne-moi un autre pôle. Alors vas-y, pôle noir. Quelle décision récente était moralement juste pour toi mais économiquement discutable? Je pense qu'un des trucs qui est allé à l'encontre de tout ce que j'ai toujours dit, ça a été d'acheter ma résidence principale. J'ai toujours dit qu'il faut pas acheter sa résidence principale parce qu'en fait tu immobilises beaucoup de cash, beaucoup d'argent et après ça t'aide pas si tu veux continuer à emprunter, à investir de l'argent à gauche à droite. Et surtout quand t'es jeune, acheter ta résidence principale, c'est mettre potentiellement tout ton argent sur la table et donc c'est pas de l'argent que tu vas utiliser pour investir dans ton business, dans un truc que tu veux développer, etc. Mais disons que j'étais suffisamment avancé dans ma carrière professionnelle pour craquer, faire le pas et dire ça va, je l'ai acheté quand j'avais 35 ans, je peux faire le pas, je vais me faire un kiff, ça a pas de sens économiquement, mais c'était un rêve de gosse que j'accomplissais. Depuis toujours, j'ai toujours voulu avoir un appart avec une vue Tour Eiffel. Je suis tombé sur cet appart qui a une vue pleine tête, pleine Tour Eiffel. Économiquement, ça a pas grand sens dans le sens où j'ai mis beaucoup d'apports, etc. Mais c'est un bonheur incommensurable tous les matins quand je me lève. Et les rêves d'enfant, c'est important aussi de souffler de temps en temps. C'est important de pas faire que bosser et de se dire on coffre. C'est important à un moment de souffler et dire regarde là c'est assis, c'est chez moi, c'est à moi, on me le prendra pas. Et je pense que j'ai accompli ce petit rêve qui est un rêve bête, tu vois, mais c'est un rêve de gosse parce qu'il faut savoir que cet appartement il est à un endroit où quand je prenais le métro tous les jours, je le voyais cet immeuble et je me disais les immeubles dans ce coin du 16e doivent avoir de très belles vues. Et quand je l'ai visité, j'ai dit mais depuis que je suis gamin, je prends le métro à cet endroit-là. Il faut exaucer ce souhait. T'as bien. Mais tu sais que je me suis fait la même réflexion. Tout le monde me disait de pas acheter ma résidence principale et je suis en mode en fait, je vais le faire parce que c'est tellement un gros kiff d'avoir ton petit appart, tout est cosy. Ouais. Mais le fais pas trop tôt. Il faut pas le faire trop tôt. Je pense que t'es encore trop jeune. T'es encore à une phase où tu construis énormément, ta boîte évolue, tu fais plein de trucs. Là où moi, j'étais quand même, ça faisait 8 ans qu'il y avait Aircall était devenu une licorne, j'avais quand même vendu une partie des petites parts à gauche à droite, j'avais fait pas mal de cash out et donc je pouvais me le permettre. Je pense que toi, faut que t'attendes encore un peu, faut que tu... Ouais, mais j'ai déjà bien investi en finance, C'est vrai. beaucoup cette année et je vais continuer à le faire. Je suis pas du tout dans l'immobilier, je m'y connais pas assez, mais la finance et les cryptos. Ouais, c'est pour ça, voilà. Je fais beaucoup d'investissements, alors beaucoup dans les cryptos, moi je crois beaucoup au Bitcoin et dans les Bitcoin Treasury et compagnie et évidemment en finance, mais là j'ai enfin envie de me dire en fait, c'est même pas pour gagner de l'argent, c'est justement pour pas en perdre, pas me dire tiens, tous les mois j'ai un loyer qui sort. Bien sûr. C'est me dire OK, ça va me coûter plus cher avec l'emprunt, mais au moins c'est un énorme kiff de dire c'est ton appart, tu le mets comme tu mais c'est un kiff. Mais l'argent, tu pourrais l'investir, tu pourrais au lieu de mettre cet argent dans ta résidence principale, acheter des petits appartements avec, les mettre en location et utiliser l'argent de la location pour payer cet appartement. Je suis d'accord, mais c'est pas le même kiff de se faire ses travaux. D'accord, voilà. Mais je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de bosser autant comme ce qu'on bosse pour pas le soir te dire putain, je suis chez moi devant une trop bonne série ou et t'es juste trop bien dans ton sac. Et puis si t'investis ton argent par ailleurs, t'as de l'argent qui est investi, c'est le principal. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'argent investi avant d'acheter sa résidence principale. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils ont de l'argent, ils achètent la résidence principale et donc en fait ils n'ont pas d'argent investi. Leur seul investissement c'est leur résidence principale et c'est pas vraiment un investissement quoi. Non. Ça peut l'être hein, si t'achètes bien et dans un marché très bien haussier, parce que fiscalement c'est intéressant, d'accord. Mais bon. Et on est dans un marché dans l'immobilier qui est pas ultra haussier depuis 2020 donc attention. Je suis d'accord. Donne-moi un autre pôle. Vas-y, on va sur le pôle sud. Qu'est-ce que ta mère pense de ta réussite? Est-ce qu'il y a eu un moment où, je sais pas, tu lui as dit, tiens, maman, là, je viens de gagner beaucoup d'argent, ou tiens, maman, là, j'ai enfin réussi, ou tiens, la maman, je sais pas, je peux t'aider financièrement, ou t'offrir. Est-ce qu'il y a eu un moment où t'as vu dans ses yeux un peu à la fois un erreur 404 et en même temps une fierté de dingue via une annonce professionnelle que t'as faite, ou même un article dans un magazine, enfin, un truc qui a été marquant? Moi, j'ai perdu ma mère assez tôt. Ah, pardon. Non, mais attends, il y a pas de sujet. Non, pas de sujet. Ouais, bon. J'ai perdu, Aircall existait déjà, donc il y a pas de problème. Je l'ai perdu je l'ai perdu fin 2017. Ouais, excuse-moi, effectivement, je savais pas. Non, et Aircall existait déjà, et on commençait déjà à avoir des articles. Et moi, ma maman m'a toujours vu comme un fou,
qui savait pas où il allait. Tu vois, très jeune, moi, je passais des journées sur des ordinateurs à faire 1000 trucs, soit à jouer des jeux vidéo, soit à vendre des petits objets en ligne, notamment sur eBay à l'époque. Et quand je lui ai dit que j'allais monter une boîte tech, il se disait oh là là, il va encore jouer aux jeux vidéo globalement. Et quand il a commencé à avoir les premiers articles, les premières choses, moi très tôt j'ai aidé ma mère. Dès mes 25 ans, j'ai commencé à l'aider parce qu'elle avait tout perdu quand j'avais 12 ans. Et globalement, elle avait rien pour vivre. Elle sous-louait les 2 chambres qu'on avait dans l'appartement à des étudiants pour gagner péniblement 1000 € par mois. Et donc moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent à partir de 25-26 ans, je lui ai dit t'oublies les locataires, je vais te donner 1500 € par mois et ça va te permettre de vivre à peu près convenablement. T'as ton appart, t'as pas de crédit dessus, vis convenablement. Et la réalité, c'est qu'elle avait plein de dettes et tout, mais elle se débrouillait. Et quand j'ai commencé à gagner de l'argent, elle voyait les articles. Ouais, il y avait une vraie fierté, même si elle arrivait pas trop à comprendre ce que je faisais, surtout quand elle voyait qu'on perdait de l'argent tous les ans. C'est-à-dire que chaque année, elle me disait, mais vous avez gagné combien cette année? Je dis, bah, cette année, on a perdu 5 millions. Parce que bon, on était une boîte qui levait des fonds, Aircall. Mais j'ai peu eu l'occasion de voir ma mère fière de moi, et c'est vrai que la seule fois où j'ai vu qu'elle était un peu fière, c'est quand je l'ai emmenée au bureau. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Je lui ai dit viens au bureau. Elle savait que je faisais de la téléphonie d'entreprise. Bon, elle comprenait pas tout. Et elle est venue donc à l'adresse que je lui ai donnée. Elle s'est trompée de 2 numéros et elle a fini chez le vendeur de téléphone indien juste en bas du bureau. Et elle rentre dans la boutique. Elle dit oh, bonjour, je viens voir mon fils. Et le mec la regarde. J'ai votre boîte de feuilles. Qu'est-ce que c'est, madame? Mais non, il y a pas de Jonathan ici. Et elle m'appelle en me hurlant dessus, mais t'es où? Le monsieur me dit qu'il te connaît pas. Qu'est-ce que c'est encore cette magouille, Jonathan? Et je lui dis, mais non, maman, je suis juste à côté, dans l'immeuble. Je suis au 3e étage. Monte. Et donc, elle monte, et là, elle découvre les bureaux. Il disait 350 mètres carrés, non, 300 mètres carrés à l'époque. Putain, c'était assez impressionnant. C'était tout que de la verrière. C'était très beau dans un immeuble Eiffel. Et je l'ai vu, waouh, quoi. Tu vois, je voyais un moment de fierté où elle se disait, waouh, il est peut-être en train de réussir quelque chose. Et elle a cherché partout les téléphones. Elle me dit mais ils sont où donc les téléphones? Je dis mais maman, c'est du logiciel. Combien de fois faudrait que je t'explique ça? Elle a jamais vraiment compris. Elle est décédée quelques mois plus tard, donc elle aura jamais vu les histoires de grosses levées de fonds, bureaux immenses, licornes, etc. Et elle aura pas vu, mais je pense souvent à elle, tu vois. Je pense à elle, à quel point elle a souffert à perdre son gosse, à avoir un gamin en famille d'accueil, à être seule, tu vois, et de me dire bah finalement tout ça je le fais un peu aussi pour elle quelque part pour qu'elle soit fière. Et d'ailleurs quand elle est décédée, je me souviens, j'en ai parlé avec un de mes associés et je lui ai dit là mec, j'ai plus de parachute, j'ai plus rien, j'ai plus de famille, j'ai personne, il y a plus d'Angelov sur terre quoi. C'est-à-dire que si je décède, c'est terminé, c'est l'argent va à l'État quoi. Tu vois, j'ai pas de famille, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai personne. Je lui dis là Olivier, on va passer à une étape où tu m'as jamais vu dans ce truc-là, je vais bosser 18 heures sur 24. Et je vais tout donner. Tout donner, comme j'ai jamais tout donné. Et ça a été la période 2018-2024, quoi, où vraiment on a été des machines d'exécution. Et bizarrement, cette rage de vaincre, je l'ai transmise un peu à mes équipes et notamment à mon associé, où il me disait, mais t'as mis un rythme à ce moment-là dans la société, et même un rythme de, tu vois, d'envie d'aller plus loin qui a été fou. Et bah ça a été l'enchaînement après des levées de fonds, la croissance exponentielle du chiffre d'affaires, et tu vois quelque part je pensais toujours à maman qui aurait été fière de son petit gamin qui a pas eu la vie qu'elle aurait aimé sûrement, mais c'est pas grave, comme quoi parfois la pomme peut tomber loin du pommier, c'est pas grave. Au contraire, c'est même beau. Écoute, et ça me donne envie de dire que c'est possible, quoi. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, c'est possible, on n'a pas d'excuse. C'est pas facile, c'est possible. Et tu vois, et je reprends un truc qui me tape dans la tête, c'est, on a souvent dit, impossible n'est pas français, tu vois. Et j'y crois dur comme fer, même si les dernières années, quand même, la France s'est un peu refermée sur elle-même. Tu vois, je trouve qu'on doit retrouver la France des années 70, 80, 90, la France qui avait fait le Concorde, qui a fait le Rafale, qui a fait le TGV, tu vois, la France qui vraiment créait des choses, le Minitel. Finalement, la France, on a quand même créé le Minitel, c'était le début d'Internet, c'était avant Internet. On a fait tellement de choses exceptionnelles en France, et je trouve que depuis les années 2000, en fait, on fait plus grand-chose, on n'innove plus, et il faut qu'on revienne là-dedans.
Et je suis convaincu que pour revenir là-dedans, bah ça passe par avoir un État peut-être un peu moins providence et un peu plus libertarien, qui pousse les créateurs à créer, qui pousse les entrepreneurs à entreprendre, pas en leur disant si vous entreprenez et vous gagnez de l'argent, en fait on va tout vous prendre parce qu'il faut payer tout le monde. C'est pas ça la France qui réussit, et c'est pas ça un pays qui réussit. Il y a aucun pays qui réussit sur une base où l'entrepreneur on lui prend 55%, 60% de ce qu'il gagne. Et il faut qu'on sorte de ça, faut qu'on revienne à un pays qui produit de la richesse, et qui produit de la richesse par son innovation. Voilà. Ah bah ça, je ne peux que être aligné avec toi. Écoute, j'essaye de faire passer le mot. Bah, je soutiens à chaque fois en plus. Je vois passer. Je suis bien d'accord. Ah ouais, moi je soutiens. À chaque fois, j'ai un commentaire, un like et tout, c'est trop sympa. Ah ouais, moi je soutiens parce que je suis complètement d'accord. Moi, je suis très libérale aussi et j'entreprends. Et quand tu vois les impôts que tu payes, même sur les charges d'entreprise ou autres, quand même pour les salaires, c'est assez hallucinant en fait. 80% quoi. Ouais, c'est assez hallucinant. Ouais, c'est destructeur de valeur. C'est contre-productif, mais bon, je suis assez d'accord avec toi. Un autre pôle. Eh ben, je crois qu'il nous reste que le pôle Est. Hein. Ouais. Quelle inquiétude revient toujours quand tu te projettes à long terme? Ouais, j'ai toujours la même, moi, c'est la peur de tout perdre. Je me dis toujours, bah, tu sais, quand moi, ma mère a tout perdu, elle a été escroquée, et je me dis, en fait, ça peut arriver du jour au lendemain. En fait, c'est tellement long de monter. Par contre, c'est tellement rapide de descendre. C'est sûr. Et tu vois, des exemples, on en a plein. Que ça soit dans les un peu dans les stars de télé, dans toutes ces le monde un peu du showbiz, où t'as eu vraiment des ascensions mais folles de personnes qui étaient au top du top, et en un claquement de doigts t'es plus personne, t'existes plus, pour un truc que t'as fait il y a 10 ans, pour une bêtise que t'as dit à la télé, une langue qui a fourché, où t'aurais pas dû le dire à la télé mais tu l'as lâché. Et en fait, bah c'est pareil avec l'argent, avec l'investissement. Il suffit d'un mauvais invest, un très mauvais invest, qui peut te mettre dans le dur. Tu vois, moi, c'est pour ça qu'à l'époque du Web 3, alors le Web 3.1, donc les NFT et tutti quanti, et les cryptos en font partie. Toi, je sais que t'aimes bien ça. Où moi, j'étais assez scandalisé parce que toute la journée, tout le monde disait acheter des NFT, acheter ci, acheter ça. Ouais, je suis en train de monter cette crypto, investi dans ma crypto, investi dans mon truc. Et j'étais là, mais tout le monde va se faire plumer, mais c'est horrible. Et j'avais fait un post en 2022, je crois, où j'en parlais, où je dis, mais on vit dans un monde de fous. Et là, à ce moment-là, je sortais d'un taxi qui m'avait raconté qu'il s'était fait plumer l'intégralité de ses économies, qu'il avait gardé pour son fils, pour payer ses études de son fils, et il avait perdu 20 000 € en investissant dans une crypto qu'un rappeur avait mis en avant. Enfin bon, bref, une sombre histoire. Et d'ailleurs, je crois que ce même rappeur est actuellement en prison pour une histoire un peu de près ou de loin qui va avec ça. Et ce que je veux dire, c'est que bah tu vois, quand t'investis, faut pas oublier que l'investissement ça comporte des risques et que tu peux tout perdre. Donc attention à pas trop se mettre à trop suivre tous les influx voleurs de la télé-réalité et d'Instagram qui vous racontent n'importe quoi, que c'est des grands traders à Dubaï et co. C'est très dur de gagner de l'argent dans le trading, et d'ailleurs c'est pour ça que les traders dans les banques c'est en général des gars qui ont fait Polytechnique, Centrale et que des écoles d'ingé, et qui sont plutôt des mathématiciens que des gars qui disent oh je pense que ça va monter tel cours. Non, c'est devenu vachement compliqué, et en fait vous êtes en concurrence avec des personnes qui ont des algo trading, qui ont on dit en finance qu'un trader a une vingtaine de personnes qui bossent indirectement pour lui pour faire son travail. Donc comment toi, en tant que petit trader particulier, en suivant un mec en Marseille qui est à Dubaï, tu vas gagner de l'argent, tu vois? Et donc je suis toujours assez après, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, il y a j'ai l'impression qu'il y a que ça, moi. Ah, mais moi, je pense que c'est des questions d'algorithme. Tu vois, moi, je vois beaucoup plus des Mounir Lagoun de Finari, des Mathias Batchet de Train République. Moi, Mounir, j'adore. Tu vois, j'adore. Bah ouais. Il est canon, il fait un super travail. Et il y en a de plus en plus qui conseillent bien, tu vois. Ouais, mais je pense que tu vois des gens comme Mounir, ou que tu citais le gars de Trade République, eux, c'est des gars qui ont des entreprises, ils ont un business autre. Bah oui. Que la vente de ça. Bien sûr. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est pollué un peu par tous les vendeurs de formation, vendeurs de groupes Telegram, co. Et
Et beaucoup de jeunes se font avoir, quoi. Ah, Moi, ça, je bien sûr. regarde, hein. Mais tu vois, Mounir, il a rien à vendre. Mounir, il te vend un petit abonnement qui te permet de gérer tes finances, etc. Et c'est top. Mais il te vend pas son savoir. À la différence des gens qui t'inventent vendre un savoir. Et moi, c'est pour ça que, ayant une mère qui s'est fait escroquer par une pyramide de Ponzi, tu vois, j'ai un gros sujet avec tous ces gars-là. Et du coup, tu deviens parano aujourd'hui. Ouais, moi je suis un énorme parano. Ouais. Et d'ailleurs, je suis un fan de Capital et de Zone Interdite et de toutes ces émissions qui parlent des arnaques, des trucs, des travaux, la pompe à chaleur et toutes ces arnaques au CPF qu'il y a eu. Tu vois, moi ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou parce que en dehors d'escroquer le petit particulier, ce qui m'est insupportable. On escroque aussi l'État, quoi, souvent, avec toutes ces les vendeurs de formation qui arrivent à faire passer ça sur le CPF, ceux qui vendent des panneaux solaires, c'est l'État qui paye 80% du truc, alors que c'est des panneaux solaires qui viennent de Chine. Enfin, tu vois, tout ça un peu m'agace au plus haut point. Maintenant, c'est facile de se plaindre, c'est facile de gueuler, mais tu vois, j'aimerais qu'on soit un peu dans un monde où on a une conscience, quoi, et c'est vrai que quand les gens vendent un produit qui a pour but de faire perdre l'argent des autres pour eux s'enrichir, ouais, ça me pose un peu problème, ouais. Il y en a beaucoup aujourd'hui, mais même sur des business plus louables, hein. Comme quoi? L'investissement dans le private equity, par exemple. Parce que c'est des risques tellement énormes et que parfois on peut promettre des trop gros gains qui ne sont pas Il faut rien réalistes. promettre. C'est ça le principe. C'est que le private Mais equity, c'est si tu dur commences de à rien promettre quand tu... Non, faut faire un business plan, faut dire voilà le business plan. Mais les business plans, ça vaut rien, c'est pas à toi que je l'apprends. Je sais. Non mais attends, moi j'ai investi dans 44 startups. Bah oui, je sais. À date. Depuis Mais du que coup, mon ça peut associé, être un risque, il y en a- tu vois, justement, de te mais dire... investir dans le private equity, faut être vraiment solide, faut vraiment avoir de l'argent, faut se dire, accepter que tu l'as perdu, cet argent. faut accepter que tu as perdu, parce que une entreprise va très vite à zéro. Ça peut aller à zéro, une entreprise. Des redressements, il y en a plein. Et surtout dans le monde des startups, qui est le produit le plus dangereux ever. Ouais. Et moi, je le sais, 44 startups, j'ai pas vu encore d'argent sortir de mes boîtes, quoi. Tu vois, pour le moment, je suis voilà. T'as investi combien en tout? J'ai investi 1,8 million en startup. Ouais, c'est beaucoup d'argent, ouais. C'est beaucoup d'argent. Et je sais pas si un jour je les retrouverai. Peut-être il y aura des boîtes exceptionnelles, il y en a qui marchent très bien dedans, etc. Mais le private equity, c'est 8 à 12 ans d'investissement. On dit souvent les fonds, au bout de 7 ans, ils doivent faire tourner le truc. Trouve-moi des fonds qui vraiment closent leurs fonds au bout de 7 ans et remboursent tout le monde. Il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Et encore là, récemment, je parlais avec un gérant de fonds et il me dit, moi ça fait 10 ans que je suis dedans. On va pas revendre. Alors j'ai une NAV qui est super, un net asset value qui est top, mais j'arrive pas à sortir. Et donc le private equity c'est hyper dangereux. C'est pour ça que moi j'ai mis 90% de mon argent dans l'immobilier, parce que l'immobilier ne peut pas aller à zéro. Ça peut pas aller à zéro. T'as bien fait de faire un truc hyper risqué et du coup un truc hyper sûr. Hyper sûr. Au moins t'as diversifié, mais tu vois, mais... pas pour autant pas dynamique. Parce que moi je fais de l'immobilier value add, donc à valeur ajoutée, qui est hyper dynamique. Moi ça m'arrive de doubler mes fonds propres en 12 mois. J'achète un appartement, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros, je mets 200 000 euros de fonds propres, je revends cet appartement après travaux, 1,5 million, j'ai mis 200 000 euros de travaux, il y a 300 000 de marge, j'ai mis 200 000 euros, je rembourse les banques, je rembourse tout le monde, il me reste 300 000 de marge. Je paye mon IS, il me reste 200 000. J'ai fait x2 sur mes fonds propres en 12 mois. Et ça, je le fais régulièrement en immobilier. Et évidemment, il y a de l'immobilier un peu plus rendement où tu fais typiquement de l'hôtellerie. Moi, de l'hôtellerie, ça me génère entre 30 et 40% d'EBITDA, 34% en moyenne sur mes hôtels, d'EBITDA. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Tu vois, c'est un business, voilà, c'est foncièrement rentable. Et en plus, je rembourse du prêt. Donc si je compte l'EBITDA, donc avec la rente, là je suis à 50%. Donc tu vois, alors en revanche, il faut mettre du fonds propre toujours et encore. C'est ça qui est un peu fatigant avec l'hôtellerie, il faut faire des fonds propres. Et c'est pour ça que je monte vraiment une plateforme d'investissement immobilier actuellement, justement pour avoir des particuliers qui investissent avec moi et qui obtiennent les mêmes rendements et moi qui me permettent de continuer à investir. Aller sur des beaux deals qui demandent beaucoup d'apports au début et au bout d'un moment, c'est normal que tu aies besoin de d'autres profils pour lever avec toi, on est d'accord. L'immobilier, le problème, c'est qu'à un moment, tu tapes un plafond de verre et si tu t'acceptes pas de vendre tout ce que tu possèdes, t'as du mal à faire tourner l'argent. Et le principe, c'est de faire tourner l'argent. C'est une bonne idée que tu fasses ça. Écoute, je le fais, on va dire que je suis un peu une poule mouillée parce que ça fait 10 ans que j'ai l'idée, je pense. Ça fait
2 ans que je suis parti d'Aircall, un peu moins de 2 ans, je suis parti d'Aircall. Et donc ça fait 2 ans qu'il y a des particuliers qui investissent avec nous sur Aguesso Capital, qui me disent mais putain on investit avec vous mais c'est compliqué, on reçoit des mails, dans le mail on dit qu'on veut sign up, enfin qu'on veut investir dans tel projet, après on reçoit un mail, tu vois c'est un peu à la main. Et ça fait 2 ans que je me dis mais est-ce qu'il faut que je lance cette plateforme, est-ce qu'il faut que je fasse un truc full tech, full autonome, tu choisis dans quoi t'investis. Ouais. Et tu vois, j'aurais mis 2 ans, pendant 2 ans, je me suis dit, mais ok, faut le faire comme ci, comme ça. Et bah tu vois, au bout de 2 ans, je me suis dit, ça y est, il faut le faire. En fait, j'ai déjà 1000 personnes qui investissent à nos côtés. Là, on vient de rembourser un des club deals qu'on avait fait à Levallois, un immeuble de bureau où on a donné plus de 10% de TRI à nos investisseurs sur presque 24 mois. Donc c'est-à-dire que si tu as mis 100 000 euros, tu repars avec 120 000 euros 24 mois plus tard. Sympa, c'est cool, t'as rien fait, t'as mis 100 000 balles, tu vois. Il y en a qui ont mis 20 000 euros. Hein. Et on s'est dit, mais en fait, on a prouvé qu'on sait le faire. On l'a fait sur 3 deals différents. On a pas mal de pipeline. Allez, faisons-le en mode plateforme, quoi, tu vois. Et à ça, on va mettre de l'éducation financière. À ça, on va les aider un petit peu à tu vois, eux aussi investir de leur côté. Il y aura tout un aspect un peu communautaire qu'on essaye de faire. Il faut, parce qu'en fait, c'est la clé aujourd'hui. C'est la clé. Et pourtant, j'ai toujours été contre ça. Ah, rien de plus fort que le collectif et les communautés. Ah, bien sûr. C'est fou, tu vois, j'étais contre au début. Mais mon associé me disait il faut qu'on fasse un Discord, etc. C'est hyper important. Ça soude les gens, ça crée du réseau. Ouais. Ça c'est doux en collectif. Il y a rien pour moi de plus puissant que le collectif. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je le fais. Et crois-moi que c'est assez contre-intuitif pour moi qui est très construit Aircall, très solitaire et qui construit surtout Aircall dans l'ombre. Tu vois, Aircall, mon visage n'existait pas jusqu'en 2018-2019, après la mort de ma mère, en gros, où j'ai commencé à faire un premier podcast, un deuxième, etc. Mais j'ai construit dans l'ombre. Et puis même en 2021, la réalité, quand Aircall est devenu une licorne, j'étais personne, quoi. J'avais 2000 followers sur Instagram et peut-être 15 000 sur LinkedIn. C'est bien aussi. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'étais personne. Et à fur et à mesure de à fur et à mesure d'effets de réseau, je me suis rendu compte que, en fait, je suis capable de faire plein de projets grâce à des investisseurs qui me rejoignent. Et je me suis dit, appuyons à fond dessus. Donc, développons mon Instagram, apportons de la valeur aux personnes quand on leur raconte des trucs. Tu vois, quand je fais un podcast avec toi, en fait, ce que je veux, au fond, c'est que les gens l'écoutent et se disent, ah, j'ai appris quelque chose, ça m'a donné envie d'eux, ça m'a appris ça, etc. Et donc l'aspect communautaire, j'essaye de le développer. Mais vraiment, c'est contre-intuitif pour moi et c'est pas ma personnalité. Ce qui peut paraître bizarre, parce que les gens vont plutôt dire, t'as l'air d'être assez à l'aise devant une caméra, mais en fait pas tant que ça, quoi. Parce que t'as l'air d'être extraverti comme profil. Ouais, mais je suis un faux extraverti. Je suis un extraverti. Je suis un extraverti quand il faut l'être. Mais tu vois, moi, par exemple, tu me mets dans une soirée, je connais personne, je meurs. Ah, mais ça, je suis comme toi aussi. Je meurs, je m'assois. Ah, je viens de me tirer une balle. Mais oui, mais bien sûr. Mais il y a des gens qui ont aucun problème à aller parler à tout le monde, etc. Et même quand j'étais, tu vois, plus jeune, dans les clubs de vacances, les trucs, dans les colos, oh putain, c'était dur, quoi. C'était vraiment dur. C'était un vrai effort. Tu vois, j'ai jamais voulu être délégué de classe ou quoi que ce soit. Et en fait, je le fais quand il faut le faire et quand tu vois, il y a un objectif clair et certain. Et tu vois, quand t'as une boîte, en fait, tu le fais par obligation. C'est comme ça fait partie du truc. Mais si je peux rester dans mon coin, je suis beaucoup plus heureux. Et c'est marrant parce que je vais vous faire une confidence, mais pendant le tournage de Qui veut être mon associé, c'était dur, quoi. Surtout pendant le tournage de mon portrait, où je devais parler face cam à quelqu'un qui m'interviewait, mais c'était pas vraiment une interview, c'était réponds-moi à cette question, et je me tournais à la caméra et je parlais à la caméra. Et ça, c'était vachement difficile, et je me rendais compte qu'en fait, j'aime pas ça, quoi. Mais c'est un métier. Ah, c'est un vrai métier. C'est fatigant et ouais. Et il faut rester concentré, ça prend de l'énergie, bien sûr. Et répéter un truc, c'est vachement dur, quoi. Et on a même essayé de me mettre un prompteur. Et ça fonctionnait pas. je suis trop un impro, quoi. J'aurais été très mauvais journaliste, quoi. Tu vois, quand je pense à une femme comme Claire Chazal, mais quel professionnalisme, Incroyable. Quel truc, c'est exceptionnel.
Et j'ai la femme d'un copain qui est aussi présentatrice télé, qui s'appelle Florence de Soultray, Florence Trénard. Arthur. Voilà, Arthur, à qui je fais coucou à Florence parce que je suis très fier d'elle. Ouais. Et elle est vraiment très forte dans ce qu'elle fait. Et il faut pas sous-estimer la difficulté de ce truc. Ah non, on est bien d'accord. Et tu vois, parfois je me dis, mais j'étais bien dans mon siège derrière mon ordi à faire mes trucs, quoi. J'essaye du coup de pas trop faire de réseaux sociaux parce que c'est pas un truc qui me passionne. Je le fais vraiment pour apporter de la valeur aux gens. Quand ça sert à quelque chose. Voilà. Faut pas se forcer si t'aimes pas. Et le délire de me suivre, tout ça, c'est pas, je suis pas dans, j'y arrive pas. Vous me verrez jamais torse nu, à raconter des trucs en slip de main. Non, ça m'arrivera pas, ça, promis. Il y en a à qui ça va, mais je sais pas faire. Et alors, tu veux faire une deuxième saison qui va m'associer ou c'est bon là, tu te dis, ça va, j'ai eu ma dose là? Écoute, je sais pas, on verra un peu les retombées médiatiques. En fait, tu vois, c'est fou parce que je l'ai fait en me disant, je le fais pour montrer que la France innove, en fait, tu vois. Parce que moi, je veux qu'on sorte de la période dans laquelle on est, qui est une période de merde, franchement, où on parle toute la journée de taxation, comment prendre de plus d'argent, il y a de la dette, on a de la dette, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts, alors qu'en fait, on devrait juste réduire nos dépenses, et en plus, dans tout ça, on augmente également nos dépenses. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Et je me dis, mais putain, il faut qu'on change ça. Et tu vois, faire une émission comme Qui veut être mon associé, c'est de montrer que la France innove, la France crée, et j'essaie de faire passer des messages à travers tout ça, de dire ça fait cher le message déjà, mais de dire putain, mais on peut pas revenir à la France de l'époque. Tu vois, en 2010, si je dis pas de bêtises, l'Europe et les États-Unis avaient la même richesse. Il y a 15 ans, on avait la même richesse que les États-Unis, l'Europe. Mais aujourd'hui, on a 50% moins. C'est énorme, 50% de moins. C'est beaucoup. En 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que t'as les États-Unis qui ont fait une chose. Innovation, innovation, innovation. Et nous, l'Europe, on a fait quoi? Régulation, régulation, régulation. Et on commente. Et, mais attends, ils font ça, oh là là! Oh, c'est hyper dangereux, ça! Mais mes données, là, elles vont où, mes données? On régule. Et vas-y, et le GDPR, et le ci, et le ça. Ah, mais je suis d'accord. Et dès que les mecs, on a fait OpenAI aux États-Unis, oh là là, faut réguler tout ça, tu vois? Mais il faut qu'on se concentre sur l'innovation. Faut arrêter un petit peu. Faut arrêter de voir le mal partout. Il y a un moment, on doit créer notre propre on parle de souveraineté, c'est cool de parler de souveraineté. Mais on fait quoi pour créer de la souveraineté? Sérieux, on fait quoi? À part quand il y a une boîte qui se dit souveraine, on dit allez, l'État, faut qu'on mette dedans, hein, faut que on montre qu'on est dedans. On montre qu'on est dedans, hein, on montre l'exemple. Attends, on a une boîte française qui fait de l'IA. Dès qu'on veut faire un truc d'IA, on va choisir la boîte française, même si c'est pas la meilleure. On va juste prendre la boîte française pour ça. Voilà, c'est ça. Nous, on est très forts. Mais c'est pas ça. Mistral, il devrait être aux US tous les jours. Il devrait être dans le monde entier. Moi, avec Aircall, jour 1, j'étais dans le monde entier. Personne m'a tendu la main. Alors là, c'est cool, on lui tend la main en Europe. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça qu'on va créer un monde innovant et un pays / l'Union européenne, on va pas la rendre innovante comme ça. Ah c'est sûr qu'on devrait être, en tout cas sur ces aspects d'innovation et de libéralisme, même beaucoup plus comme les États-Unis. Enfin, énormément. Ça, c'est vrai que on se met des freins nous-mêmes tout seuls. C'est sûr que dès lors qu'on fait quelque chose, la règle d'après, c'est on régule la chose. Tu vois, ça ferme vachement de portes. Tu vois, sur l'immobilier, il y a plein de règles qui apparaissent tous les jours. Un truc bête, tu vois, à Paris. Je prends l'exemple de Paris. On a un PLU, donc PLU, ça veut dire plan local d'urbanisme, ok, qui est en gros, ça régit les constructions / les règles applicables à l'immobilier, à l'urbanisme à Paris. À Paris, on est en carence depuis des années de logements, parce qu'en fait tout le monde veut vivre à Paris et les prix augmentent, mais on peut pas construire. Tu vois, tu veux surélever, c'est la croix et la bannière maintenant. Il y a quelques années, on pouvait surélever. Il y a quelques années, tu avais une dent creuse. Donc une dent creuse, c'est un immeuble qui globalement est entouré de 2 immeubles qui sont beaucoup plus hauts que lui. Et tu pouvais assez facilement, il y a une dizaine d'années, dire je vais construire 2, 3 étages. Et donc ça créait du logement. Et allez savoir pourquoi dans le nouveau plan local d'urbanisme, ça a rendu les surélévations hyper compliquées.
On impose du HLM, donc des logements sociaux. On impose plein de règles hyper compliquées qui, pour le propriétaire, dit mais moi si je construis des logements sociaux au-dessus de mon bâtiment qui est pas des logements sociaux, bah ça dégrade le truc d'en bas. Mais en fait, je vais même pas construire, ça sert à rien. Et plein de règles comme ça qui sont des règles sociales. C'est cool. Bien sûr, il faut créer du logement social. Je dis pas qu'il faut pas, mais ça peut pas devenir 40% du parc immobilier parisien, parce que c'est en train de le devenir. Il y a des quartiers à Paris, notamment dans le 18e arrondissement, où c'est 35-40% des logements, c'est du logement social. Mais ça sert à quoi de concentrer tout au même endroit? Mettons-en un petit peu partout. Et surtout, essayons d'agrandir les zones. Construisons du logement. Aujourd'hui, les promoteurs, ils sont tous à la gorge. On leur interdit de construire, on leur interdit de finir leur bien. Dès qu'il y avait un projet, on dit, ah bah non, le plan de local urbanisme a changé. Et pourtant, on dit, mais on manque cruellement de logements en France. Mais laissons construire, construisons. Moi, je suis pour qu'on construise un max. Ça va faire baisser les prix, c'est très bien. Ça va permettre aux gens de revenir dans les villes. Ça va permettre aux gens de se loger décemment. Bah, aujourd'hui, le truc, c'est que quand un promoteur construit, bah, le prix du logement est le prix de construction est cher. C'est tellement dur de trouver une affaire où on peut construire quelque chose, ou surélever, ou ce que tu veux. Bah, en fait, il y en a peu, donc c'est cher à l'achat. Bah, donc à la revente, c'est cher. Et donc, on est dans un truc où le serpent se mord la queue. C'est que, on cherche une solution qui est, qui n'existe pas. Et donc, c'est la seule solution qu'on trouve à chaque fois. C'est d'imposer des règles qui sont tu veux construire 500 mètres carrés de logement, il faut construire 30% de logement social. C'est super intelligent comme truc, quoi. Tu vois, c'est bien, quoi, d'imposer. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, quoi. Devenir ministre du logement? Non, je veux pas devenir ministre. J'essaye de donner mon avis. Tu vois, les hommes politiques, j'avais beaucoup de respect pour eux, et plus les années passent, Moins t'en as. et moins j'en ai, ouais. Ouais, je comprends. J'en ai de moins en moins, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est des gens qui ont jamais rien créé. C'est des purs produits politiques. Ils ont jamais géré une société. Ils ont pas conscience de la, voilà, ils ont pas conscience de la difficulté que c'est de gérer une société. Ils ont pas conscience que quand il faut payer un mec à la fin du mois, t'as peur, tu transpires, tu sais pas si tu vas pouvoir le payer. C'est facile quand t'es un homme politique, tu sais que tu vas être payé, hein. Et puis ton assistante, tu sais aussi qu'elle va être payée. Puis t'as une assistante à 30 ans, dès que t'as un bon poste politique, t'as déjà une assistante. Moi, j'ai jamais eu d'assistante. Jamais eu d'assistante qui me gère mes affaires, tu vois. Et je sais pas. Et il y a un peu de conscience, quoi. Et vous voyez comment une entreprise fonctionne. Allez un peu en entreprise, tu vois. Moi, je pense que les hommes politiques devraient travailler en entreprise avant de devenir des hommes politiques. Tu vois, souvent les énarques, en fait, ils passent de cabinets ministériaux en cabinet, en député, en ce que tu veux, mais ils mettent jamais le pied dans des entreprises. Et ils devraient passer au moins 5 à 10 ans avant de pouvoir gouverner un État. Comment on peut se prévaloir de gouverner un État qui est finalement la plus grosse entreprise du pays sans jamais avoir vu ça, je suis d'accord. toi-même comment une entreprise fonctionne de l'intérieur? Ça m'hallucine, quoi, tu vois. Et les choix politiques parfois qui sont faits, qui sont des choix hyper court-termistes. On a un problème là, on comble par un impôt. Non, essayons de le combler plutôt par de la croissance. Voyons comment on fait pour faire de la croissance sur ce projet-là spécifiquement, quoi. Voilà. Donne-moi notre pôle. On les a tous fait là, hein. Ouais, mais c'est pas grave, celui que tu veux. On va faire le sud-est. C'est marrant ça là. J'ai quand même l'impression de pas trop respecter tes pôles. À chaque fois, on part d'un truc. Oui, mais c'est pas grave, comme ça, c'est intéressant, ça me dérange. Alors, on va se refaire le sud. Quelle est la conviction, ou même de manière générale, ce que tu aurais abandonné toi-même pour être crédible au niveau que tu as aujourd'hui? Écoute, pendant des années, j'essayais d'être quelqu'un d'autre. J'essayais d'être quelqu'un d'un peu plus pala, d'être quelqu'un un petit peu plus corporate. Et vraiment, je me suis battu au début d'Aircall pour ça, parce que mon associé me le disait souvent, Olivier, qui est justement le monsieur parfait. Olivier, c'est vraiment monsieur parfait. Et ouais, on en a un aussi chez nous. Ouais, et j'arrivais pas. Et il essayait, il me disait mais fais gaffe, dis pas ça comme ci comme ça. Et j'essayais de me mettre dans une case d'une personne différente. Et en fait, à un moment, j'ai compris que ça servait à rien, qu'il fallait être soi-même, et qu'en fait, c'est ma personnalité qui fera aussi peut-être mon personnage, et ce personnage qui peut-être inspirera des personnes, etc. Et donc du coup, à vouloir être comme 99% des gens, j'étais en train de devenir quelqu'un que je suis pas moi-même. Et je pense que vaut mieux être dans le 1% des personnes différentes
et donc avoir une carrière différente et une réussite différente que être dans le 99% des gens et avoir la même carrière que les autres. Et parfois, quand j'y repense, je me dis, mais j'ai été con de vouloir changer, alors qu'il faut juste s'adapter, quoi, tu vois. Et à un moment, j'ai trouvé le juste milieu entre mon comportement qui peut être parfois extrême, parfois très cash, parfois trop cash, tu vois, avec une personne qui peut être plus mesurée dans ses faits et dans ses dires, et qui permet aussi tu vois, de grandir aussi, parce que je pense que c'est important, je pense, à chaque étape de sa vie, d'évoluer et de s'adapter à la situation. Ouais. Ouais. Très bonne chose. C'est bien. T'as raison. Faut être soi-même, hein, parce que si t'es comme tout le monde, tu auras la même carrière que les autres. Et quand t'as la même carrière que les autres, faut pas te plaindre si t'es comme les autres. Tu vois, il y a un moment, je crois que c'est... Il faut pas chercher à plaire à tout le monde, parce que du coup, tu plais à personne aussi. Ouais. Et j'ai essayé à une époque de plaire à tout le monde. Et c'est normal. Tu vois, moi, j'avais une grosse frustration, c'est qu'à l'école, j'avais 80% d'ennemis, 20% de meilleurs amis. C'était bizarre. Donc, dans ma classe, j'avais toujours 20% des gens, donc sur une classe de 30, j'avais toujours 6 personnes. J'étais vraiment leur top friends, quoi, tu vois. C'est, peu importe la classe que j'ai fait, et j'ai changé de collège et de lycée pratiquement tous les ans, ces personnes se souviennent de moi. Parce qu'on était comme ça, tu vois. Moi, l'amitié, pour moi, c'est très fort. Mais j'avais 80% d'ennemis. C'est dur d'avoir 80%. Ah, bien sûr. Et quand je dis ennemis, c'est genre vraiment ennemis. C'est, on se détestait, quoi. Ils parlaient dans mon dos, je finissais en bagarre avec certains, je me faisais insulter, ça m'est même arrivé en classe de me prendre des boulettes dans la gueule, quoi. Alors moi je réagis dans ce cas-là. Donc d'ailleurs il y a une vidéo assez marrante d'un de mes potes d'enfance qui a filmé, c'est quand même en 2006, où je me lève en plein dans l'amphi pour aller me battre avec le gars qui venait de jeter le papier sur ma tête, quoi. Tu vois. 2006, j'ai 20 ans, hein, à ce moment-là. Donc c'est pour te dire, j'étais assez chaud. Mais tout ça pour dire que, en fait, c'était une frustration parce que la plupart des gens avaient 80% des gens qui les aimaient et 20% qui les détestaient. Tu sais, c'est la loi de Pareto, quoi. Et ben moi, j'étais toujours dans 80% détestent, 20 m'apprécient. Et en fait, à un moment, j'ai compris que faut pas chercher à plaire à tout le monde. Faut chercher à plaire aux bonnes personnes, Ouais. à s'aimer soi-même et chercher à plaire aux personnes qui vont t'apporter aussi quelque chose, qui vont te faire grandir. Que ce soit tes employés, c'est important que tes employés te respectent. Que ce soit tes amis, c'est important que tes amis te respectent et tu les respectes, et ainsi de suite, et que c'est eux qui comptent. Et que tous les rageux, tous ceux qui commentent sur Instagram, moi ça va, j'ai été épargné pour le moment, j'ai de la chance, j'ai que des commentaires gentils sur mon Instagram, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas eux qui régissent la vie, quoi. C'est pas les haters. Et s'il y en a 80% qui te détestent, eh ben c'est très bien. C'est que peut-être, en fait, t'es clivant et peut-être t'es en train de faire quelque chose de grand et t'as le potentiel de faire quelque chose de grand. Totalement d'accord avec toi. Merci. Non, mais demande un autre pôle. Pôle Ouest. Allez, on se le refait celui-là. Allez, quelle question redoutes-tu qu'on te pose un jour parce que tu n'as pas encore la réponse aujourd'hui? Pourquoi t'as mis autant, on va dire, ta vie de famille de côté? Et quand je dis de vie de famille, c'est tu vois, j'ai 39 ans, j'ai pas d'enfant. T'es pas encore marié. Je suis fiancé. Ouais, t'es fiancé. Je suis pas encore marié, mais ça va venir. C'est juste une histoire de temps. C'est un peu long à organiser. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de travail. C'est dur à organiser. Et tu vois, parfois je me dis, mais est-ce que j'aurais pas dû à 30 ans, comme beaucoup, avoir mes gosses, avoir tout ça? Et tu vois, j'ai fait un choix qui est particulier, parce que c'est-à-dire que au mieux, quoi, même si je fais un gosse demain, au mieux, mon gosse aura 20 ans, j'en aurai 60, quoi. Donc, je dis pas qu'on est vieux à 60 ans, je dis juste que, oui, je comprends. Tu vois, c'est plus sympa quand on a 50. Et est-ce que c'est un truc que je vais regretter? Je sais pas. Moi, de toute façon, j'essaye de tout faire dans ma vie pour vivre un max. Pour vivre, si je peux vivre 200 ans, je ferai tout pour vivre 200 ans. J'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais fumé, je bois très 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 peu d'alcool, mais vraiment, c'est uniquement si je fais une soirée, une fête avec des amis. Sinon, je déteste l'alcool. Je mange énormément de légumes. Tu vois, je fais tout dans ma vie pour
vivre le plus longtemps possible. Et donc j'essaie de me rassurer en me disant je vais vivre longtemps pour pouvoir voir mes enfants grandir, voir mes enfants réussir, et pourquoi pas vieillir auprès de mes enfants. Tu vois, ça me ferait plaisir. Mais j'ai un malaise quelque part parce que je me dis, en fait j'aime pas dire le mot, mais j'ai pas prostitué ma vie, mais je me suis un peu oublié dans le travail, au profit finalement de l'argent, parce que c'est ça, tu travailles pour l'argent, même si ça n'a jamais été pour l'argent que je faisais ce que je faisais. Mais tu vois, le résultat il est 40 ans, j'ai pas d'enfant. Aujourd'hui j'ai aucun problème avec ça. Mais dans 10-20 ans, est-ce que cette question elle sera beaucoup plus tu vois, difficile à répondre, parce que si je veux 2-3 enfants, bah tu vois, ça s'allonge, le temps joue contre moi maintenant. À quel âge, Sixtine? Sixtine, elle a 31 ans aujourd'hui. Ça va. Ouais. Et c'est pas la même Sixtine, hein. Oui. Moi, je parlerai pas de moi à la troisième personne. Tout qui peut son truc. Non, et tu vois, je me dis, c'est des choix dans la vie, mais je regrette rien. Mais c'est un truc ça touche une corde sensible. Ouais, c'est intéressant comme réponse. Mais ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu fais plus jeune que ton âge. Ouais, Enfin, parce que je pense que j'ai pas vieilli. Non. Parce que dans ma tête, j'ai T'as jamais pas vieilli. vieilli, alors peut-être que tu fais du botox. Jamais. J'ai rien fait. Non, mais tu vois. Je n'ai rien fait là, tout est naturel. Mes cheveux même sont naturels, tu vois. Non, mais moi je suis resté un enfant. Je suis resté un enfant, et d'ailleurs je vais te dire, mes potes qui se sont mariés plus jeunes, je trouve qu'ils ont vraiment 40 ans, quoi. Quand je leur parle, leur vie ressemble à une vie de gens de 40 ans. Là où moi, je trouve que ma vie a pas trop évolué depuis que j'ai 25 ans, à part que je suis plus en coloc. Mais tu vois, la vie de tous les jours, T'as plus de moyens. Et que j'ai plus de moyens, mais les moyens, ça change rien, tu vois. Je m'habille toujours en noir, C'est vrai. non mais C'est vrai en plus. oui, je m'habille toujours en noir. Pourquoi d'ailleurs? Je sais pas, je trouve que c'est une couleur qui est facile à mettre. C'est-à-dire que le matin, t'as pas besoin de te poser de questions. C'est clair comme truc. Tu prends. En fait, tu peux pas faire de faute de goût. C'est facile. Non. Prends des chaussures noires, des chaussettes noires, le pantalon noir. Même Sixtine, elle a jamais essayé de se dire tiens, teste telle ou telle couleur. Tu vois, un bleu foncé, ça tirait vachement bien, par exemple. Non, mais je mets de temps en temps du bleu marine, mais je suis très monochrome. Parfois, je mets full beige, full bleu marine, full noir. C'est énorme. Mais je suis toujours quand même beaucoup en noir. Ce qui va te passer, t'as quand même changé de tenue, rassure-moi. Pratiquement que en noir. Mais à chaque fois, c'était des tenues différentes. Trop drôle. Je crois que j'ai fait peut-être une journée en bleu marine, mais c'est un bleu nuit, donc c'est assez particulier. Mais au moins, ça me permet de pas réfléchir. J'ai pas envie de penser à comment m'habiller. Ouais, c'est marrant. Et ça a toujours été comme ça, tu vois. J'ai toujours voulu. Et à part avoir plus d'argent, un plus grand appart et une plus belle caisse, ma vie concrètement a pas vraiment changé, tu vois. Et on peut pas dire que notre vie a changé parce qu'on a une plus belle voiture et un plus bel appart. C'est pas ça la vie. C'est ce que tu penses, ce que t'aimes faire. Moi j'aime toujours autant être avec des potes, aller se regarder un match de foot alors que j'aime pas le foot, mais c'est juste être avec mes potes. J'adore autant aller boire un verre avec mes potes et rigoler, tu vois. Je suis d'accord. Que tu fais quand t'as 23, 24 ans. Et c'est ça qui me fait rire, ou partir en vacances avec mes copains, que les mecs, on appelle ça la Boys Week. Vous l'avez fait récemment. Ouais, on l'a fait récemment. On est parti à Milan d'ailleurs, on a fait une très belle photo qu'on a postée sur Instagram. Mais tu vois, j'avais l'impression d'avoir 25 ans. Mais c'est ça la vie, mais vieillir, j'ai pas envie de vieillir moi. Et en fait, on vieillit, je pense, quand on accepte qu'on devient vieux. Mais moi, je crois que, tu vois, j'ai 38 ans. T'es super jeune, t'as de la marge encore. Ouais, mais quoi, quand je me mets à côté de personnes comme toi qui ont 23 ans, 24, je me dis, j'ai quand même 14 ans de plus que toi. C'est énorme, 14 ans. Et pourtant, j'ai pas l'impression Non, t'as pas l'impression qu'on est... J'ai pas l'impression que si je suis avec toi, je suis avec une gamine, loin de là. Au contraire, j'ai l'impression que parfois c'est moi qui suis immature. Non, mais tu vois. Donc, la vieillesse, c'est dans la tête. C'est c'est la santé aussi, mais ça va t'air d'être en bonne santé. Il faut tenir la santé, il faut que je fasse plus. Et ça, je suis d'accord sur le côté sport, bonne bouffe, repos et pas de drogue, pas de machin. Oui, il y a pas de secret aussi là-dessus. Il y a pas de secret. Dormir, c'est super important aussi. Tu vois, moi si je rentre à 1h du mat ou 2h du mat parce que j'ai bossé comme un âne, le lendemain, je serai au bureau à 9-10 heures, c'est pas grave. Je suis d'accord. C'est pas grave d'être à 10 heures au bureau, mais il faut faut avoir entre 6 et 8 heures de sommeil. Sinon, tu te dérègles et t'accumules et c'est l'horreur. 6 heures, moi, j'ai du mal, 6 heures, moi, c'est vraiment la limite un peu dure. Mais ça me suffit, quoi. 8 heures, c'est beaucoup. Attends, 8 heures, ça veut dire si tu te couches à minuit, tu te lèves à 8 heures du mat. Non, si, c'est pas mal. Bah ouais. 8 heures, ouais, évidemment. Pas 8 heures. Moi, si je peux dormir 9 heures, je le fais, J'essaie un maximum de dormir. Ouais, alors moi, je dors peu, mais la santé, c'est le truc le plus important.
Et c'est pour ça que j'essaye de dire, évidemment, l'argent, c'est important. Évidemment que j'aime l'argent. Sinon, j'investirais pas mon argent en permanence à prendre des risques et à tout remettre sur la table à chaque fois. Mais la santé, c'est tellement plus important. C'est tellement important de se dire, on va bien vieillir et on va pouvoir profiter de notre vie. Parce que la vie, c'est le seul truc que tu pourras jamais racheter. Le temps ne se rachète pas. Le temps perdu est perdu à jamais. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire pour rendre cette vie plus sympa? Donc, il faut aussi savoir profiter de son argent. Tu vois, moi, j'ai essayé de profiter autant que possible, de exaucer mes petits souhaits, mes petits rêves d'enfant, tout en restant, tu vois, à peu près sain, quoi. Mais je veux pas me mettre dans des conditions où je deviens malheureux si je claque pas 50 000 euros par mois, quoi. C'est con, quoi. Non, je suis d'accord. Et j'ai des potes qui vraiment, je le sais, seraient malheureux s'ils auraient plus d'argent. Parce que ils se sont mis un lifestyle qui leur paraît complètement normal, quoi, tu vois, où moi je suis là, non, c'est pas normal, quoi. T'as pas besoin de voyager en jet. T'aimes plus ça au bout d'un moment. Ouais, non mais t'as pas besoin de voyager en jet. Non mais j'ai un pote qui m'a fait rire récemment, il a trouvé une marque de t-shirt qu'il adore, il a acheté 72 t-shirts. Je lui ai dit mais c'est t'es quoi l'intérêt? malade ou quoi? C'est quoi l'intérêt? Il se reconnaîtra, c'est marrant. Mais je lui ai dit mais t'es fou. Il dit ouais, mais ils sont bien, j'en achète 72, de plusieurs couleurs, mais c'est super drôle. Je lui ai dit ça n'a aucun sens, quoi. Oui. Puis surtout au bout d'un moment, enfin. Mais ça n'a aucun sens. Tu veux qu'il en fasse, ouais. Non mais il l'aimait, mais c'est juste voilà. Et moi j'ai quelques trucs qui me font plaisir. C'est de pouvoir voyager, me faire des beaux voyages hiver et l'été. Une belle voiture de sport parce que j'aime ça, c'est un rêve de gamin. Un bel appart, une maison secondaire et le reste c'est des extras, c'est cool, quoi. Mais faut pas se dire que si on n'a pas tout ça, on est malheureux. Non. Si j'ai pas tout ça, je suis pas malheureux, hein, ça va le faire. Ça va aller. Tu vois. Et projection d'enfants prochainement ou pas? T'as envie? Ouais, là, il faut y passer, là, ça y est, j'ai plus le choix. Je pense que tu vas être très gaga comme père. Oh, je pense que je vais être très particulier comme père, moi. Je pense que je vais être un père assez dur, parce que je vais vouloir quand même qu'ils aient un semblant de vie difficile. Parce que c'est pas en étant toi dur avec eux, c'est en leur faisant faire des expériences où ils comprennent que la vie est dure. Ouais, falloir trouver le bon milieu, le juste milieu, de toute façon, hein, parce que là aujourd'hui je suis pas père, donc c'est très facile de se projeter à dire n'importe quoi. Tu peux en faire des connards de gosses de riches si toi t'es dur avec eux, parce que du coup ils vont mettre leur frustration sur autre chose. Va falloir trouver la bonne stratégie. Je dis ça, je suis pas mère de famille, mais non, mais je pense pour bien élever un enfant, faut qu'il sache d'où tu viens, et il faut qu'il sache que ce qu'il vit c'est pas normal, et que déjà avoir sa chambre, c'est déjà beaucoup. Ouf, ouais, c'est vrai. Tu vois, ne pas avoir à payer ses études, c'est ouf. Tu vois, savoir que le soir t'auras un truc à bouffer, c'est sympa. Tu vois, et je pense que ça sera assez important pour moi qu'il ait une vraie conscience là-dessus. Et je pense que je serai un peu le genre de père un peu. Ça marche pas au chantage, mais t'as des bonnes notes ou pas? Tu veux un beau cadeau? Il faut des bonnes notes. Il y a pas de bonnes notes, il y a pas de beau cadeau. T'es pas excellent à l'école, mais il y a même pas de discussion. T'as tout pour être excellent à l'école. T'as tout. Pourquoi t'es pas excellent? Parce que t'es fainéant? Ou parce que tu penses à autre chose? Mais il y a un moment, il va falloir que tu sois excellent. Tu vois, je vais être assez comme ça, moi. Ce qui est peut-être pas la meilleure chose, mais on verra, je pense que... Ma mère a été un peu comme ça avec moi. Tu vois, ça t'a emmené quelque part. Oui, mais ça m'avait beaucoup traumatisé plus jeune. Faut trouver... Parce que du coup, je trouvais des astuces pour tricher, pour être bonne en classe. Ah, moi, ça me gêne pas qu'il triche. Tant qu'il se fait pas attraper. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne école de la vie d'apprendre à tricher, hein. Mais attends, tricher, c'est pas grave, hein. Tricher, tu prends énormément de risques. C'est un truc de fainéant. Ouais. C'est très bien, mais tu remets tes tapis tous les jours. En fait, c'est la définition un peu, je crois que c'était Bill Gates qui disait ça, c'est donne un objectif ou quelque chose de compliqué à un flemmard, il va trouver la manière la plus rapide et intelligente de le faire. Et ça me va. Ouais. Mais ça me va très bien. C'est une très bonne école de la vie. Tu triches, c'est une manière non conventionnelle d'apprendre quelque chose, enfin de réussir un truc, en tout cas. Mais si tu te fais attraper, en revanche, faut être prêt à payer. Faut être prêt à assumer. C'est le jeu. C'est le jeu. Tu sais, c'est comme un braqueur de banque. Ils disent toujours la même chose, les voyous, les gros voyous. Ils disent toujours, je sais qu'un jour, je vais me faire attraper. Je sais pas quand, mais quand je braque, je le sais que ça va arriver. Et donc, je prévois l'argent sur le côté. Et quand tu triches, c'est pareil, quoi. T'as fait le choix de tricher, tu sais que tu vas te faire attraper un jour. Faut juste que le jour où tu te fasses attraper,
que ça soit pas le truc ultra important, que ça soit pas au baccalauréat, que ça soit pas à un examen où ta vie peut potentiellement prendre un mauvais virage. Et moi, j'ai pas honte de dire que j'ai triché en classe, j'avais mes petites anti-sèches, mais à la fin, t'as triché, ça t'a eu des bonnes notes, c'est cool. Mais est-ce que t'as appris quelque chose? Et c'est ça le plus important. C'est de ressortir d'un contrôle en ayant appris quelque chose. Et souvent, je disais ça à mes équipes quand elles faisaient des prêts, des trucs pour le board et co. C'est, je dis, si tu es en train de faire la presse dans le seul et unique but de nous la montrer, et que toi, ça t'apporte rien de faire la presse, ça structure pas ta pensée, ça structure pas ta stratégie, ça t'aide pas, on est en train de perdre notre temps. Faire un board, c'est pas que faire du reporting. Si tu fais un board pour faire du reporting, c'est une connerie. Tu dois, quand tu fais un board ou quand tu fais une présentation, tu vas le faire dans un objectif de transmettre quelque chose et que toi, ça t'aide aussi à avancer. Et bah, quand tu triches, quelque part, normalement, en trichant, tu dois comprendre ce que tu fais. Et de toute façon, tu passes tellement de temps à écrire tes antichèses qu'en fait, t'apprends. Ouais. Donc, écoute, moi, ça me gênerait pas qu'il triche, quoi. Mais il sait que s'il se fait attraper, il joue avec le feu. Et la réalité, c'est que, bah, quand t'es entrepreneur, bah, parfois, tu fais des choses non conventionnelles, tu fais du cold calling alors que c'est interdit, tu fais du mailing alors que, bah, c'est pas cool de faire du mailing. Mais c'est ça, l'entrepreneuriat. Ah bah oui, ça c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est aussi parfois savoir sortir des sentiers battus et prendre ton propre chemin. Encore une fois, si tu fais comme tout le monde et que tu prends le même chemin que tout le monde, t'arrives au même endroit que tout le monde. Si tu prends un chemin différent que tout le monde, tu vas peut-être arriver ailleurs. D'accord. Et c'est ça le jeu. Et moi, mon gosse, s'il a des bonnes notes en trichant, bah je préfère pas le savoir. Mais si ça l'emmène en haut, bah il aura réussi. Et puis très bien, quoi. Tu vois, c'est pas, je m'en fiche, quoi, dans le fond, quoi. La réalité, c'est que je pense que je veux qu'il soit heureux. Et c'est le plus important, c'est d'être heureux quelque part. Des très beaux mots de la fin. Merci beaucoup à toi en tout cas. Merci à toi, Sexy. J'espère que cette émission vous aura plu. C'était un plaisir de recevoir Jonathan, que je connais depuis un petit bout de temps maintenant, un entrepreneur vraiment brillant. N'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Oubliez pas les amis, c'est fait peu de temps que j'ai lancé mon podcast et je le fais vraiment par pur plaisir de pouvoir vous apporter de la valeur ajoutée sur ces sujets-là. J'estime que c'est important de pouvoir s'inspirer d'entrepreneurs qui ont vraiment bien réussi, tous avec des parcours très différents, des difficultés différentes, évidemment des thématiques différentes d'entreprise, mais ça reste toujours intéressant à la fois. Et comme on le voit, c'est quand même toujours des profils à la fois évidemment qui ont beaucoup de dynamisme, mais qui sont surtout très ambitieux et qui ont faim. Et ça fait plaisir de voir ça. Donc voilà, commentez, likez, puis évidemment vous abonnez pour suivre les prochaines. Et puis à très bientôt.